Nous allons voir les diagrammes de séquence. Les diagrammes de séquence. Les diagrammes de séquence en UML, c'est des outils puissants qui permettent de visualiser et comprendre les interactions entre les différents éléments d'un système logiciel. Ça permet de modéliser le flux d'exécution des processus métiers, étape par étape. Introduction et contexte. Alors, les diagrammes de séquence vont être mis en place pour un contexte de scénario. On va partir d'un cas concret. On va imaginer qu'on passe commande dans son restaurant préféré. En général, on attend sagement qu'on vienne nous livrer notre plat à table, mais il y a tout un processus qui est mis en place depuis la commande jusqu'au moment où l'on sort du restaurant. On peut très facilement mettre ce processus en place avec un diagramme de séquence. Ce type de diagramme décrit comment et dans quel ordre plusieurs objets vont fonctionner ensemble. Plus précisément, les diagrammes de séquence vont représenter une séquence de messages que les objets vont s'échanger lors d'interactions. Si on reprend notre exemple précédent, il peut y avoir par exemple les objets clients, serveurs, cuisiniers, caissiers, etc. qui vont interagir tout au long du processus. Mettre en place un diagramme de séquence peut se faire par différents procédés. On peut mettre en place un scénario pour ce système et dans ce cas, on va décrire comment les composants fonctionnent ensemble. Mais on peut également représenter du code à travers un diagramme de séquence. Dans ce cas, nous allons représenter les classes comme objets et ainsi montrer comment elles fonctionnent entre elles. Les diagrammes de séquence. Alors, on va faire une petite définition. Les diagrammes de séquence UML sont une représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système organisé de manière chronologique. Ils permettent de visualiser le déroulement d'un scénario spécifique en mettant en évidence les échanges de messages entre les différents éléments du système. Les avantages du diagramme de séquence. On notera que le diagramme de séquence peut faire partie des références incontournables qui sont utiles, que ce soit pour les entreprises ou pour les organisations. On réalisera un diagramme de séquence pour représenter un cas d'utilisation dans les détails. Donc, cela veut dire que les diagrammes de séquence permettront de modéliser en détail les interactions entre les acteurs et le système pour un cas d'utilisation spécifique. Modéliser une procédure, une opération complexe ou une fonction dans son déroulement logique, donc ça offre une représentation visuelle et structurée des processus métiers, ce qui facilite la compréhension des procédures complexes. Voir comment les composants et les métiers vont interagir entre eux afin d'effectuer un processus dans son intégralité. Donc ces diagrammes schématisent les échanges de messages entre les différents composants d'un système pour un processus complet. Et schématiser correctement afin de bien comprendre le fonctionnement détaillé d'un scénario qui existe déjà ou qui pourrait être mis en place par la suite. Ça permet de visualiser et de communiquer clairement les scénarios existants ou futurs d'un système. Les composants et symboles d'un diagramme de séquence. Donc on va voir plusieurs composants. Les symboles donc élémentaires. Parmi ces symboles, il y a le symbole d'objet. Il va montrer comment l'objet se comporte dans un contexte de notre système, à savoir quel impact il aura sur le bon déroulement de notre système. Le symbole d'objet peut être représenté par un rectangle de couleur, comme ceci, être blanc s'il représente une classe ou un objet. Donc là, il est en rouge-rose. Donc, on va retrouver aussi la boîte d'activation, comme ceci. Donc c'est également représenté par un rectangle, mais à la seule différence, c'est que celui-ci se place à la verticale. La boîte d'activation représente en temps la durée nécessaire pour que l'objet auquel elle est reliée puisse accomplir une tâche. Logiquement, plus la tâche va demander de temps, plus la boîte sera longue. Ici, la boîte est représentée par un rectangle donc plutôt large, mais le rectangle doit en fait couvrir la ligne de vie de l'objet. Donc on va voir
le symbole de la boîte d'activation, donc le symbole acteur là, après. Donc parmi les symboles, c'est le symbole acteur qui va montrer les différentes entités qui vont soit pouvoir interagir avec le système, soit pouvoir interagir avec les entités qui sont extérieures au système. Comme ceci. Donc ça représente un personnage. Le symbole, donc toujours acteur mais pour un objet, on pourra donc retrouver le symbole de la ligne de vie, ici. Elle est représentée par une ligne en pointillé qui part de notre objet et qui continue sur toute la durée de notre programme de séquence. On retrouvera notamment avec cette ligne de vie les éléments affectant un objet, dans toute la durée du processus que l'on va schématiser avec notre programme. Par conséquent, pour revenir rapidement à notre boîte d'activation, lorsqu'un objet est actif, il suffit de placer le symbole simplement par-dessus la ligne de vie pour la recouvrir. C'est pourquoi la boîte d'activation ne doit pas se présenter aussi large que le schéma. Passons maintenant aux symboles que l'on va intégrer dans le déroulement de notre scénario. Donc on va parler un petit peu des éléments plus complexes dans un premier temps. On va retrouver ces symboles complexes, deux symboles de boucle. Le premier symbole est un symbole qui va stipuler la présence d'une boucle, donc le loop. Mais il faut noter que cette boucle est optionnelle. On va modéliser à travers cette boucle un ou deux scénarios qui peuvent potentiellement se produire seulement si certaines conditions sont respectées. La condition va être notée entre crochets en haut à gauche de notre symbole. Donc ici. Ce symbole de boucle qui est nommé loop sur notre schéma n'est pas une partie du scénario qui doit obligatoirement arriver. Si la condition n'est pas remplie, la boucle ne sera pas itérée. En plus de ce symbole de boucle optionnel, pour symboliser des choix entre deux séquences ou plus, on utilisera le symbole d'alternative. Il ressemble en tout point au premier symbole, mais se sépare avec une ligne en pointillé. La différence majeure avec notre symbole précédent, c'est que dans ce cas de figure, un des scénarios sera obligatoirement interprété dans notre diagramme de séquence. Il suffit de voir si une condition demandée est respectée ou non. Il faut toujours penser à prévoir un encadrement avec la condition. Donc le else. Si aucune des conditions n'est valide, alors on passe directement sur le else. On a donc également les symboles de message en UML. Donc le symbole de message, ce sont des symboles de message courants. Donc dans un premier temps, nous avons le symbole de message synchrone et asynchrone. Donc ils vont être représentés par une ligne continue qui se termine par une flèche, tout simplement. Voilà. Afin de pouvoir les différencier correctement l'une de l'autre et ainsi éviter toute possibilité de confondre, on représente le symbole de message synchrone par une flèche pleine, comme ceci. Et le symbole de message asynchrone par une pointe de flèche, comme ça. On va utiliser le symbole de message synchrone lorsqu'une réponse est forcément nécessaire pour pouvoir continuer le bon déroulement de notre diagramme. Par exemple, l'appel d'une API. Sans message de retour, on ne peut pas continuer et exploiter l'API. Le symbole de message asynchrone est utilisé, comme son nom l'indique, pour désigner un message asynchrone. Ce type de message ne nécessite pas d'avoir une réponse afin de continuer le déroulé du programme. Seul l'appel doit être indiqué, comme nous l'avons précisé un peu plus haut. On représente ce symbole par une pointe de flèche. On peut très bien envoyer un premier message asynchrone et recevoir la réponse bien plus tard lorsque le scénario sera avancé. Pour un message envoyé, il y aura à un moment ou à un autre un message de retour, selon si le message est synchrone ou asynchrone. Le message de retour se fera plus ou moins tardivement, comme ceci. Dans ce cas de figure, que ce soit pour un message asynchrone ou synchrone, on va leur représenter le message de retour par le même symbole. Donc ce symbole, c'est une flèche en pointillé qui se termine par une pointe de flèche. Ici, donc on peut voir comme c'est les mêmes, sauf que celle-ci est en pointillé, celle-ci non. Les messages envoyés sont une ligne pleine, mais les messages de retour en pointillé. Ça permet de bien différencier les types de messages envoyés en un seul coup d'œil, et cela rend le diagramme plus facilement lisible.
Si on veut pouvoir différencier les messages envoyés et de retour efficacement, on peut appliquer un petit code couleur sur les symboles pour savoir où se situer en retour de message asynchrone qui peut survenir bien plus tard. Cependant, il y a toutefois une exception au sujet de messages envoyés. Il est possible qu'un des messages envoyés concerne la création d'un ou de nouveaux objets. Dans ce cas, le message envoyé est représenté par une flèche en pointillé, suivie d'une pointe de flèche. Petite particularité, il faut ajouter juste au-dessus de la flèche une indication Create, comme ceci. Alors, un dernier symbole notable, c'est celui d'un message de suppression. Ce message va détruire tout simplement l'objet où il est situé, donc et il représente par une croix sur la ligne de vie d'un message. Comme ça. Donc, il y a les messages récursifs également. Donc, dans ces messages, donc dans le contexte d'un diagramme de séquence UML, il se peut qu'un objet, lors d'une action, s'envoie un message à lui-même. On appelle cela le message récursif. On va prendre un exemple simple. Imaginons un utilisateur qui passe une requête à une interface pour récupérer des données cryptées en base de données. Notre utilisateur envoie sa requête à l'interface. L'interface envoie sa requête à la base de données. Et la base de données lui retourne les données cryptées. Dans ce cas, si c'est notre interface qui procède au décryptage des données et qui les interprète avant de les envoyer à notre utilisateur, on peut alors placer un message récursif qui est représenté par une flèche qui tourne vers sa propre ligne de vie. On peut également noter le nom d'une méthode ou mettre des indications sur ce qui se passe à ce moment précis. Ici. Méthodologie de constitution du diagramme de séquence. Donc, une personne se rend à un distributeur automatique de billets afin de retirer de l'argent. Pour simplifier, on va l'appeler DAB, distributeur automatique de billets. Donc, afin de retirer de l'argent de son compte bancaire. Donc, le distributeur automatique de billets communique avec le serveur de la banque et offre ainsi l'accès aux données du compte de la personne qui souhaite retirer. Le DAB, les serveurs et le compte bancaire font tous les trois parties du système DAB. Les trois items de ce système sont nos objets et la personne externe à notre système. Elle sera alors acteur de notre séquence. Donc on va poser l'acteur et les objets dans notre diagramme, comme ceci. Donc on peut maintenant mettre en place les différentes étapes de notre scénario. On va prendre quelques secondes afin de réfléchir à tout ce qui se passe au distributeur lorsqu'on souhaite retirer de l'argent. Avant toute chose, il faut insérer sa carte dans le distributeur. On ne peut pas retirer d'argent si on n'insère pas sa carte. Donc c'est le premier message dans la réalisation du scénario. Une fois la carte insérée, le distributeur va communiquer avec le serveur de la banque afin de vérifier si la carte est valide ou non. Donc voici ce que ça donne. Donc si elle est valide, le serveur retourne une réponse positive et le distributeur demande alors le code PIN. Sinon, le distributeur va éjecter la carte. Donc, ici, on peut remarquer plusieurs subtilités. Il faut mettre en place une alternative, selon le retour qu'on obtient. On va voir comment le traduire dans notre diagramme. Si le retour de la carte est valide, le DAB demande d'insérer un code PIN de la carte. Sinon, le DAB va rejeter la carte. Donc, on remarque que les flèches allant de DAB jusqu'à l'utilisateur sont pleines. En effet, la première, dans le cas où la carte est valide, c'est le DAB qui attend une réponse pour pouvoir continuer le scénario. On tape, voilà. Si un symbole de message synchrone, sans action de la part de l'utilisateur, rien ne se passe. Dans le cas où la carte est invalide, le DAB va l'éjecter, mais n'attend aucun retour. C'est donc un message asynchrone. Dans la continuité du scénario, l'utilisateur va renseigner son code PIN. Une fois le PIN renseigné, le serveur de la banque va vérifier si le PIN est correct ou non. On va de nouveau mettre en place une alternative. Si le PIN est correct, le DAB
va alors demander à l'utilisateur d'insérer un montant à retirer, la somme qu'on désire. Sinon, le DAB éjecte la carte. Comme ceci. Le message de vérification du PIN attend un message de retour. C'est donc un message synchrone. Un message synchrone est donc envoyé pour demander le montant que l'utilisateur souhaite retirer. Dans le second cas, le message de retour sera soit PIN valide, soit PIN invalide. Le DAB éjecte alors la carte. Ensuite, l'utilisateur renseigne un montant qu'il souhaite retirer. Après cela, la transaction peut démarrer et le serveur de la banque va demander au compte bancaire si les fonds disponibles sur le compte bancaire de l'utilisateur sont suffisants. Comme ceci. À nouveau, entre en jeu une autre alternative. Dans un premier temps, si les fonds sont suffisants, le compte bancaire va retourner un message stipulant que c'est bon. Dans ce cas, le serveur enclenche le retrait du montant. Puis le compte retourne un message de succès à son tour. Le serveur retourne un message pour dire que la transaction a été accomplie avec succès. Et le DAB envoie un message pour distribuer l'argent. Dans un second cas, où les fonds seraient insuffisants, la transaction serait alors annulée. Quel que soit le scénario, la carte sera éjectée, que ce soit après avoir distribué l'argent ou après la transaction a été annulée, etc. Voilà ce que ça donne. Pour qu'il soit complet, il manque en fait un tout petit détail dans le diagramme qui a toute son importance. C'est le symbole de la boîte d'activation. Il faut désormais que l'on place le symbole qui stipule le temps d'activation de nos objets. Ici. Donc là, c'est complet. Pour conclure, le diagramme de séquence UML représente des occurrences d'événements dans l'ordre chronologique. C'est pourquoi il est parfois appelé diagramme d'événements ou scénario d'événements. L'ordre, c'est-à-dire l'ordre exact, est plus important que des points précis dans le temps. Cependant, on peut créer des contraintes dans un modèle, une limite de temps pour un certain processus, par exemple la saisie code PIN, un guichet automatique, peut déclencher un événement, émission de carte, si aucune saisie n'est effectuée après un certain temps. Le diagramme de séquence décrit essentiellement comment les objets et les instances échangent des messages dans un ordre spécifique. Les objets sont le bloc de construction de base des diagrammes UML. Selon le type de diagramme, ils représentent des caractéristiques spécifiques d'un élément du système. Dans le cas des interactions, les objets sont des lignes de vie. Dans un système, des demandes de renseignements sont constamment faites et des réponses sont tout le temps envoyées. Le destinataire prend alors une décision basée sur la demande spécifique et ses propres règles prédéterminées. Un tel réseau de décisions et d'interactions possibles est généralement représenté par un diagramme d'activité. Si vous imaginez toutes les décisions possibles, oui, non, sous forme d'arbre, vous obtiendrez probablement l'image d'un réseau très ramifié. Le diagramme de séquence montre un seul chemin spécifique au sein de ce réseau. Le diagramme de séquence diffère du cas d'utilisation UML, notamment dans son parcours détaillé à l'ordre. Si un nouveau processus métier doit être introduit, le cas d'utilisation fournit un bon aperçu des exigences. En revanche, si vous souhaitez définir des cas particuliers et un planning, créer un diagramme de séquence, vous pouvez ainsi afficher plus précisément des zones individuelles. Donc voilà, maintenant vous savez faire ce type de diagramme.